tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une FAQ. Ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait et il y a des petites questions que vous me posez de temps en temps quand je fais des petites questions sur Instagram. Alors j'ai repris celle qui venait le plus souvent et donc je vous en fais une vidéo sur YouTube. Alors en premier on m'a demandé mon avis sur la demi-pension, qu'est-ce que je pensais, est-ce que j'en avais quand j'étais cavalière de club, est-ce que j'en ai maintenant que je suis propriétaire, mon avis là-dessus. Alors je pense que ça pourrait carrément faire l'objet d'une vidéo entière, en fait comme quasiment les 5 questions que j'ai pris, c'est vraiment intéressant et il y a vraiment de quoi dire. Là je vais essayer d'être le plus général possible et si voilà, si ça vous intéresserait d'avoir plus de détails, et ben je vous en ferai des vidéos dédiées. Mais du coup oui, quand j'étais cavalière de club j'ai eu des DP, mais c'était des DP de centre équestre, donc je n'ai pas eu en demi-pension un cheval de propriétaire et ça n'a jamais été sur du long terme, c'est à dire que c'était des DP à la semaine voire au mois. Ça n'a pas fait sur plusieurs mois, voire sur une année. J'ai également eu un cheval à confier, enfin on m'a confié un cheval, mais là c'était bien différent. Je vous en avais fait plusieurs vidéos à ce moment-là parce que ça remonte à quasiment 5 ans où voilà, on m'a confié le cheval, mais je n'avais rien à payer. Donc c'est un confiage sans être trop un confiage, parce que généralement le confiage c'est tout frais tout gain. Tu payes les soins du cheval, tu payes tout. Moi je ne payais strictement rien, je ne payais ni les cours, ni les concours, ni la pension du cheval, ni le matériel, ni les produits de soins. Je ne payais absolument rien pour ce cheval. Mais du coup voilà là-dessus. Ensuite Vanille n'a jamais eu de demi-pension, du moins depuis que j'en suis la propriétaire. Est-ce que ça va changer ? Peut-être, parce que je vous avoue que je ne vous ai pas forcément tout dit. Après il y a beaucoup de vlogs qui ont été filmés qui sortiront plus tard parce que j'ai un projet plus pour cet hiver, donc je filme pas mal de vlogs en ce moment qui sortiront plus tard, vous comprendrez pourquoi. Mais voilà, j'ai posté une annonce pour trouver une demi-pension à Vanille. Une personne est venue faire un essai la semaine dernière, j'attends son retour, j'attends de voir si je fais d'autres essais ou pas. Voilà, c'est encore un petit peu en questionnement. Cette personne-là, le feeling est bien passé, donc elle pourrait tout à fait prendre Vanille en demi-pension. Après, je ne cherche pas une demi-pension à tout prix. Je cherche d'abord quelqu'un de confiance pour pouvoir m'aider à sortir et travailler la jument quotidiennement. Parce que l'été, c'est un peu compliqué, mais ça va. L'hiver, c'est ultra compliqué d'aller quasiment 7 jours sur 7 aux écuries, t'as pas l'envie, les journées sont beaucoup plus courtes, beaucoup plus denses au travail pour moi, donc l'hiver c'est trop compliqué pour moi de vraiment me rendre à 100% disponible pour la jument. Donc comme je ne peux pas le faire moi-même, eh bien je cherche quelqu'un pour m'aider à le faire, mais voilà, c'est pas évident, on confie quand même notre cheval. Donc voilà, je vous en ferai une vidéo un peu plus poussée, à savoir si oui ou non finalement j'ai pris une DP, les raisons, si j'en ai pris une, les critères que j'avais, enfin je vous en ferai une vidéo, vraiment mon retour d'expérience en tant que propriétaire qui cherche, qui a une demi-pensionnaire, parce que je vous en avais déjà fait une vidéo sur mon expérience en tant que cavalière de club qui avait pris une demi-pension, que vous pouvez retrouver il y a quelques années sur YouTube. En deuxième, alors ça c'est par rapport à une personne assez connue sur TikTok, je ne dirai pas de nom mais je pense que vous saurez très bien de qui je parle si vous traînez pas mal sur TikTok. C'est une fille qui du coup a sorti le critère qu'il fallait avoir plus ou moins 10 000 € de côté pour chaque cheval qu'on était propriétaire. Donc si on est propriétaire d'un cheval, il nous faut 10 000 € de côté. Si on est propriétaire de 2 chevaux, bah, ça se multiplie, voilà. Donc cet argent de côté sert pour les frais exceptionnels du cheval, notamment frais vétérinaires. Alors je suis d'accord, mais pas d'accord. D'accord, parce que oui, il faut avoir de l'argent de côté. Un cheval peut coûter très très cher. Le lendemain que tu l'achètes, il peut avoir un gros problème. Soit quelque chose qui a été caché lors de l'essai, ou alors un accident. En fait, ça peut arriver tous les jours. Et dans ce cas-là, il faut pouvoir avoir de la trésorerie pour voilà,
pour pouvoir soigner le cheval. Après, je ne suis pas forcément d'accord sur le montant, 10 000 euros. Bah en fait, si tout le monde attendait d'avoir 10 000 euros de côté pour pouvoir s'acheter un cheval, donc c'est-à-dire 10 000 euros plus le prix du cheval, bah en fait, il n'y aurait pas beaucoup de propriétaires. C'est, voilà, faut pas se mentir, 10 000 euros, avoir 10 000 euros de côté, ce n'est pas donné à tout le monde. Certains n'ont même pas 1 000 euros de côté. Certains voilà, ont même du mal à se payer des cours en étant cavalier de club. Donc clairement, 10 000 euros pour être propriétaire d'un cheval, c'est beaucoup, beaucoup trop. Après oui, c'est sûr que 10 000 euros, ça permet d'être vraiment serein et de dire le moindre frais vétérinaire, c'est bon, ça passe, ça, voilà, ça n'influe pas dans le budget. Mais il faut être cohérent, personne ne serait propriétaire. On ne pourrait pas en fait, tout simplement. Donc voilà, je suis d'accord sur le principe. En réalité, bah c'est pas facile à faire. Mais voilà, je suis quand même d'accord sur le fait qu'il faut avoir de l'argent de côté quand on devient propriétaire. Après, le combien, ça dépend de plein de choses en fait. Ça dépend aussi de quel type de cheval tu récupères. Si c'est un poney pour faire du loisir, si c'est un cheval de club, si c'est un retraité. Si... En fait, chaque cheval peut avoir plus ou moins des problèmes ciblés, même si par exemple une colique, des abcès ou enfin un cancer ou je ne sais quoi, ça peut arriver à tout le monde. Il y a certains chevaux qui vont être plus ciblés sur certaines maladies. Par exemple, les poneys vont plus tendance à avoir la fourbure que des chevaux ou... Enfin bref, voilà, je vais pas vous faire une partie vétérinaire, je suis absolument pas vétérinaire. Mais oui, il faut avoir de l'argent de côté pour être propriétaire. 10 000 euros, malheureusement, c'est beaucoup. Ensuite, on m'a demandé mes meilleurs conseils pour choisir des bons professionnels pour notre cheval. Eh bien oui, c'est très compliqué, je suis la première à le dire que c'est très compliqué. Alors là-dedans, quand je parle de professionnels du monde du cheval, j'englobe tout, c'est-à-dire gérant de pension, vétérinaire, maréchal, ostéo, shiatsu, tout ce que vous voulez en fait, dentiste, tout ce qui où on va confier notre cheval à quelqu'un qui a fait des études pour. Et dans le cas où la personne est censée s'y connaître bien mieux que vous et faire correctement son travail. On le sait tous que malheureusement ce n'est pas toujours comme ça, mais que ce soit dans le monde du cheval ou dans n'importe quel milieu. Hein. Professionnel, le fait d'avoir un diplôme, ça veut dire que tu as fait des études, que tu as réussi tes études. Après, est-ce que tu es réellement bon dans ce que tu fais, tu es doué, c'est autre chose. Par exemple aussi, moi quand je cherche des professionnels de santé, notamment santé, je cherche également que la personne, elle soit alors compétente. Oui, ça c'est le plus important, on est d'accord, mais il y a aussi le côté humain, notamment quand je cherche un dentiste. Vanille n'aime vraiment pas le dentiste, mais elle prend sur elle, elle essaye d'être le plus gentil possible. Je cherche quelqu'un qui va être doux, qui va prendre son temps avec le cheval, qui va pas faire la brutus et qui au final va encore plus dégrader la relation entre le dentiste et ma jument et que ce soit n'importe quoi. Je cherche quelqu'un qui soit à l'écoute des chevaux, à l'écoute de leurs besoins, par rapport à leur pathologie, parce que chaque cheval va être différent, chaque cheval va être plus ou moins sensible à telle ou telle action. Et voilà, c'est quelque chose que je recherche, que mes professionnels de santé soient gentils avec Vanille, qu'ils soient... voilà, qui puissent faire leur boulot sans que ce soit un moment désagréable pour la jument. Hein, ça me paraît quelque chose de logique. Moi quand je vais chez mon médecin, je veux qu'il soit compétent, mais je veux aussi qu'il soit minimum gentil avec moi, hein, qu'il soit pas brut, qu'il soit pas méchant, on va dire ça comme ça. Les conseils pour bien les choisir, je dirais vraiment de faire le bouche à oreille. Parce que sur internet on trouve de tout et de rien quand on cherche sur Google tout ça. Ils ont tous des avis merveilleux. On ne sait pas de ce qu'il en est, on ne sait pas. Le mieux c'est vraiment de parler avec des vrais gens, des personnes qui
le mieux en fait vous ressemble dans votre situation. Des gens qui sont, moi dans mon cas je suis propriétaire d'une jument et je fais du loisir compétition. Je suis à cheval entre les deux et mon objectif c'est de prendre contact avec des personnes qui vont être dans mon cas et qui me partagent leur expérience avec leurs professionnels de santé. Ce qui va permettre de dire ah oui bah là tu vois on a le même avis sur ce veto là, bon bah il est pas terrible, je vais essayer d'en trouver un autre. Si on va voir un gérant d'écurie, il va pas forcément avoir les mêmes critères que vous. Si c'est des personnes qui ont que des chevaux de loisirs ou que des chevaux de compétition, par exemple envers l'ostéopathe, ils vont pas forcément demander la même chose à leurs professionnels de santé. Voilà, vraiment le bouche à oreille et vraiment bien parler. Toi, c'est qui ton ostéo? D'accord, t'en es content? Qu'est-ce qu'il fait? La prise de rendez-vous, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il est joignable? Comment il travaille? L'argent aussi, combien il demande? En fait, toutes ces choses-là, il faut en parler en bouche à oreille. Il se peut, vous pouvez aussi demander sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a des personnes... Alors, sur les réseaux aussi, il y a un peu de tout et de n'importe quoi. Mais si vous voyez certains noms qui reviennent régulièrement, voilà, vous pouvez essayer. Voilà, ça va vraiment être le bouche à oreille pour trouver des bons pros. Pas forcément choisir le moins cher, pas forcément choisir le premier qui répond. Enfin, si c'est une urgence, voilà, mais si c'est pas une urgence, pas forcément le premier qui répond. Pas forcément celui qui est le plus près de chez vous ou celui de votre pension. Il faut aller chercher un peu plus loin parce que des fois on peut être déçu. Ensuite, quatrième question, on m'a demandé mon avis sur la surconsommation équestre et si j'avais l'impression, moi, de surconsommer. Alors, j'ai envie de dire que oui, il y a la surconsommation dans le monde du cheval. Est-ce que j'en fais partie? J'ai envie de dire oui, mais en même temps, j'ai envie de dire non. J'ai vraiment envie de nuancer parce que oui, j'ai plus de tapis qu'il m'en faut. J'ai plus de licol qu'il m'en faut. J'ai 3 sangles, j'ai 2 filets, j'ai plein de brosses. Je ne me sers quotidiennement pas de tout. Voilà, j'ai 2 filets, je m'en sers de mes 2 filets, mais jamais en même temps. Parce qu'en fait, j'ai 2 morts différents. Je m'en sers jamais en même temps. Ma jument, elle a qu'une tête. Je peux pas lui mettre les 2 filets sur vanille, allez hop, on monte à cheval. Donc, voilà, j'ai 7 tapis, j'ai 5 licoles je crois, brosses, j'ai plein de brosses, bon ça en même temps je les gagne en concours, alors je les garde parce que le jour où il y en a qui meurent, je les remplace, c'est le genre de choses que oui, tout ça j'ai, qui ne sont pas forcément utiles au quotidien. Je pourrais clairement n'avoir que 3 tapis c'est largement suffisant. Il en faut plusieurs quand même lorsqu'on est propriétaire et qu'on monte régulièrement, parce qu'il suffit qu'on se prenne une saucée, qu'on monte en plein été, que le cheval est trempé, faut laisser le matériel sécher, tout ça. Oui, en fait, la surconsommation, on en a. Après, je n'estime pas forcément en faire partie parce que ça reste, et ça c'est en comparaison avec les autres, très peu comparé à certains. Quand je dis ça, je ne juge pas les gens. J'ai moi-même eu plein de tapis quand j'étais plus jeune, enfin ça n'a jamais dépassé les 12-13 et encore je trouvais ça énorme, mais je sais qu'il y en a qui en ont 40-50 facile. Très bien, si ils ont envie de mettre leur argent dedans, si ça leur fait plaisir d'avoir plein de tapis, tant mieux. En fait aussi, il faut savoir se faire plaisir. Moi, je n'en vois plus forcément de plaisir à acheter plein de matériel type textile pour mon cheval. Même dans mes tenues à moi. Alors bien sûr qu'en étant propriétaire j'ai plus de vêtements de cheval, notamment j'ai plus de base layer chaud pour l'hiver et j'ai plus de pantalons parce que notamment l'hiver un pantalon me fait une journée, il est tellement brodé de bout de partout que je suis obligée d'en changer tous les jours. Et encore ça c'est seulement quand il n'est pas tout mouillé. Donc j'ai plus de vêtements, mais ça tout ce qui va être la partie pour la cavalière, ce sont des choses que j'utilise. Donc pour moi ce n'est pas de la surconsommation quand on utilise. Après pour la jument, voilà, j'ai pas l'impression d'en faire réellement partie, mais si on dit vraiment que la surconsommation c'est du matériel que tu n'utilises pas quotidiennement, oui j'ai du matériel que je n'utilise pas quotidiennement. J'ai aussi du matériel que j'utilise très peu, mais là pour le coup ce n'est pas de la surconsommation parce que c'est... Je peux vraiment
en avoir besoin. C'est-à-dire par exemple j'ai des bandes et des cotons, ça je les garde en cas de blessure, en cas il faut que je transporte mon cheval en urgence, j'ai pas de protège de transport ou quoi que ce soit, je lui mets, il doit passer la nuit au box, je ne veux pas qu'il engorge, je lui mets, donc ça en fait ça fait partie du matériel au cas où, mais qui je n'estime pas en surconsommation parce que je n'ai pas 8 paires de bandes, je n'ai pas 6 jeux de coton, je n'ai pas tout ça. J'ai le strict minimum en cas de besoin. Et après, la partie surconsommation, je ne sais pas trop comment l'aborder dans la partie pharmacie et produits de soins. Parce que j'ai une pharmacie, elle est énorme, j'ai des produits de soins, j'en achète tous les mois. Parce qu'en fait, tous les mois, j'ai besoin d'un nouveau produit de soin pour un nouveau truc, comme la pharmacie. Elle va me faire un nouveau truc, hop, le veto ou le maréchal me conseille un nouveau produit. Donc je fais, et oui, je n'utilise pas tous mes produits jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière goutte. 1, 2, 3. Pour parler de ça, j'enlève tout ce qui va être graisse et démêlant. Ça, j'arrive à aller jusqu'au bout. Je vais parler de tout ce qui va être par exemple crème à bobo, crème désinfectante, ces trucs là. Voilà, la jument, ça fait 2 ans que je l'ai. Et il faut savoir que Vanille fait énormément de petits bobos, de machin. Elle a une peau très sensible avec pas beaucoup de poils, enfin des poils très fins, donc le moindre petit truc ça se voit, ça marque. Et en 2 ans je n'ai pas vidé un seul de mes produits de pharmacie. Et pourtant je continue d'en acheter des nouvelles marques, les nouveautés qui viennent de sortir, mais je continue quand il y a besoin d'utiliser mes autres produits. Si la jument ne me fait pas de bobos un peu plaies ouvertes, je ne vais pas utiliser mes produits pour mes plaies ouvertes, on est d'accord. Mais ouais, je ne sais pas trop comment parler de la surconsommation dans les produits de soins et de pharmacie, parce que voilà, c'est vraiment des trucs... je peux vraiment en avoir besoin et j'ai pas envie d'attendre d'en avoir besoin pour aller en urgence je ne sais où acheter mes produits pour la pharmacie. Donc pour moi ça ne rentre pas dans la surconsommation. Après il ne faut pas que ce soit à outrance, hein. J'achète pas non plus 15 produits de soins par mois. Du tout. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous pensez faire de la surconsommation équestre ou pas. Et pour finir, on m'a demandé le permis que j'avais pour tracter mon vent. Alors ça, je suis extrêmement désolée. Ça fait un bout de temps que je vous dis que je vais faire une vidéo là-dessus. Ça fait 1 an et demi que j'ai mon vent, 6 mois que j'ai la voiture. Ça fait un bout de temps que je vous dis oui, je vais vous en faire une vidéo plus détaillée. Elle va arriver. Là en ce moment, c'est un peu compliqué pour moi de trouver du temps pour filmer. Aux écuries, faire des vlogs, il n'y a pas de problème parce que je suis déjà aux écuries pour m'occuper de la jument. Pour les vidéos face caméra, tout ça c'est un peu plus compliqué, notamment les vidéos où il faut vraiment que je les travaille à l'écrit. J'ai changé de travail, j'ai pas mal de choses qui se passent dans ma vie perso, je pense que je vous mettrai au courant dans les prochains vlogs. Mais voilà, j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que je veux, notamment sur YouTube, donc ça arrivera. Je vais faire mon maximum pour que ça arrive avant la fin de l'année. Mais du coup, moi, donc pour tracter, il y a le choix entre le permis B96, qui est une formation d'une journée, et le permis BE, qui est un vrai permis où il faut repasser le code si on a plus de 50 codes et faire un examen. Moi, pour un côté financier, pour un côté pratique, parce que c'est assez court, et pour une partie flemme de repasser le code et de faire un examen, vous avez bien compris que j'ai passé le B96 qui était pour moi le plus simple et le plus pratique, parce qu'il faut savoir que c'est rarement moi qui tracte la jument, tout simplement parce que dans ma famille, notamment mon père et mon copain sont chauffeurs routiers et qu'ils ont tous les permis poids lourds avec remorque pour tracter, et du coup généralement c'est eux qui me tractent la jument pour aller à la plage, pour aller en concours ou je ne sais où. Je l'ai passé pour avoir déjà une base, et si je dois emmener ma jument en clinique, en urgence, ou j'ai envie de me faire une plage et il n'y a personne, je le fais. Par exemple les 2 derniers concours c'est moi qui ai tracté, tout le reste du temps ce n'est pas moi. Mais du coup voilà, j'ai passé le B96 et il me suffit. Il faut juste faire attention au niveau du poids par rapport à votre cheval, votre voiture et votre vent, mais ça j'essayerai de vous en faire la vidéo du coup très rapidement et assez détaillée.
Et voilà pour cette vidéo, j'ai l'impression que pour 5 questions, j'ai passé ma vie à raconter ma vie. J'ai beaucoup parlé, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue et on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!